Si le chef de la diplomatie américaine s'est engagé sur une annonce autour d'un accord cadre ce dimanche avec l'Iran, le président américain tient un autre discours à son réveil. Décalage horaire oblige, il appelle dans sa première déclaration de la journée à ralentir. Donald Trump n'entend pas se précipiter. Finalement, ce sont ses derniers mots quant à cet accord annoncé plus tôt. Je vous le disais, on y revient avec vous d'abord, Mélina Huette, reporter à la rédaction de France 24. On abordera aussi une autre question avec vous, Sylvain, dans quelques instants. Mais d'abord, si accord cadre il y a, parce qu'encore une fois, on suit les déclarations et la versatilité du président américain. Si protocole il y a, qu'est-ce qu'il contient ? Déjà, pour revenir sur la versatilité, c'est un petit peu, il est urgent d'attendre, alors même que l'administration Trump a fait monter la sauce ces derniers jours. C'est quand même extrêmement paradoxal, mais on n'est plus à un paradoxe près. Alors, les informations que l'on a, elles nous viennent essentiellement d'Axios, qui est un site états-unien qui est spécialisé un peu dans les scoops et qui a révélé quelques pistes sur ce protocole d'accord. J'insiste sur le fait que c'est un protocole d'accord et pas un accord en lui-même, mais plutôt, voilà, on fixe le cadre d'un éventuel futur accord. Et vous le voyez sur cette infographie, plusieurs choses semblent se préciser. La prolongation du cessez-le-feu de 60 jours, donc 2 mois, extensible par consentement mutuel, il faut le dire. Réouverture du détroit d'Ormuz, et cette fois-ci sans péage. L'Iran s'engage à déminer les lieux également. Et puis, les États-Unis, de leur côté, ils lèveraient le blocus sur les ports iraniens. Et puis, là, on est sur quelque chose d'un peu putatif. L'engagement de l'Iran à ne pas se doter d'armes nucléaires. Sylvain y reviendra. Pour le moment, ce sont des accords oraux, donc rien d'absolument certain de ce côté-là. Et puis, une négociation sur la levée des sanctions et le déblocage, vous voyez, au niveau du détroit d'Ormuz. L'idée, ce serait pour les États-Unis de lever le blocus sur les ports iraniens, parce que ça permettrait aussi, à côté d'accorder des dérogations aux sanctions pour permettre à l'Iran de vendre son pétrole librement. Encore une fois, on est sur quelque chose d'extrêmement putatif à ce stade. Et après avoir fait un petit peu monter encore une fois la sauce pendant plusieurs jours, Donald Trump revient sur ce qu'il a dit en disant attention, on ne va pas trop vite. Alors qu'il a annulé d'ailleurs plusieurs événements. Il devait aller dans le New Jersey ce week-end. Oui, au mariage de son fils. Et aussi au mariage de son fils. Mais sur le New Jersey, c'était prévu et finalement, il n'ira pas jouer au golf. La dernière fois qu'il n'est pas allé jouer au golf, c'était, souvenez-vous, il y avait eu un pilote iranien, un pilote états-unien qui avait été capturé en Iran, et ils avaient mis en place une opération pour l'extraire. Donc en attendant de voir alors si on s'approche de cet accord cadre, de cette annonce, parce que son secrétaire d'État américain lui disait complètement autre chose. On l'évoquait à l'instant, Sylvain. La question pourtant centrale, sur laquelle d'ailleurs les Américains s'étaient appuyés pour attaquer l'Iran le 28 février dernier, c'était le nucléaire iranien. Il ne figure pas dans cette ébauche d'accord. Oui, c'est un peu le grand absent. On va parler maintenant de ce qui ne figure pas dans ce protocole d'accord, qui n'existe donc pas encore visiblement. Un peu l'impression que plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. Ça va, ça vient, on nous annonce des choses et puis on revient en arrière. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le nucléaire, ça sera pour plus tard. Ça sera un cycle de négociation dans les semaines, voire les mois à venir, d'après ce que nous en a rapporté le New York Times, même si Marco Rubio se veut optimiste, puisqu'il a déclaré que cet accord pourrait conduire à un processus qui peut finalement nous conduire là où le président souhaite, je cite, là où le président souhaite que nous soyons, à savoir un monde qui n'a plus à craindre ou à s'inquiéter d'une arme nucléaire iranienne. Donc ça, c'était évidemment avant que Donald Trump mette le pied sur le frein. En fait, ce qui est en jeu, ce sont 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Sont-ils toujours accessibles ? Sont-ils toujours existants, tout simplement ? Ou est-ce qu'ils ont été détruits dans les bombardements de l'année dernière des sites nucléaires iraniens, les bombardements américains ? A priori, on sait on pense, en tout cas, d'après les services que nous disent les services de renseignement, qu'une bonne partie de ces 440 kilos d'uranium est dans la centrale d'Ispahan, inaccessible encore à ce moment-là. On ne sait pas où est le reste. Ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'il va falloir négocier, il y a évidemment l'Iran qui va devoir donc se débarrasser de ces 440 kilos d'uranium. Il va également y avoir en jeu les capacités d'enrichissement, donc les centrifugeuses qui servent à enrichir l'uranium. Combien on va en laisser à l'Iran, puisqu'il n'y a aucune raison de l'interdire de se doter du nucléaire civil. Pour rappel, le nucléaire civil, il faut enrichir de l'uranium entre 3 et 5%. Autant vous dire que 60%, c'est beaucoup trop. Mais il faut quand même des centrifugeuses pour faire ça. On estime que l'Iran en avait 13 000, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu sous-estimé avant justement ces fameux bombardements américains de juin dernier,
où une bonne partie a sans doute été détruite. Mais pour passer de 60 à 90% d'enrichissement pour l'uranium, eh bien une centaine seulement de quelques centaines de centrifugeuses suffisent. Quelques semaines suffisent également. Donc comment gérer tout ça? Comment empêcher l'Iran d'obtenir de l'uranium suffisamment enrichi pour ensuite créer une bombe atomique? Il va également être question des lanceurs, des missiles, etc., de la fabrication des ogives également, parce que vous pouvez enrichir de l'uranium autant que vous voulez. Si vous n'avez pas la capacité de détonation et de transport, tout ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est tout ça un petit peu qui va être mis sur la table. Et effectivement, c'est finalement, lorsque l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, eh bien, cela a pris le pas sur le nucléaire, qui est donc la raison officielle du déclenchement de ce conflit, mais qui ne fait pas partie, en tout cas, de ce protocole d'accord, ce qui est assez étonnant. À ce stade. Mélina, vous avez aussi relevé certaines réactions. On en avait nous cité tout à l'heure, des responsables européens, des dirigeants européens qui saluaient le fait de se rapprocher d'un accord, qui saluaient le progrès. Mais en fait, on n'y est pas du tout. Et certains sont même beaucoup plus pertinents en regrettant tout ça pour ça. Alors, c'est surtout que dans le camp trumpiste que c'est intéressant, en tout cas dans le camp républicain, où des personnes comme Ted Cruz, sénateur états-unien républicain, qui avait dit que la guerre déclenchée par Donald Trump en Iran, c'est la plus belle chose qu'il ait faite depuis le début de son second mandat. Mais là, vous le voyez sur ce tweet, c'est un très très long tweet dont j'ai extrait ce passage. Si tout cela devait aboutir à un régime iranien toujours dirigé par des islamistes qui scandent « mort à l'Amérique », recevant désormais des milliards de dollars, donc il parle là du péage s'il y avait via le détroit d'Ormuz, capable d'enrichir de l'uranium, là on revient sur l'angle mort dont parlait Sylvain, et de développer des armes nucléaires, et exerçant un contrôle effectif sur le détroit d'Ormuz, alors ce résultat serait une erreur désastreuse. En fait, ce qu'il dit, c'est... Mais là, en fait, on est revenu à février 2026. Il y en a même qui vont plus loin en disant, mais on est revenu même à avant 2018. En 2018, il avait déchiré l'accord qui avait été organisé par sous l'administration de Barack Obama en disant c'est pas suffisant. Mais là, en fait, le résultat serait potentiellement pire parce que là, on a parlé du nucléaire. Ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz qu'ils n'avaient pas au déclenchement du conflit. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas déjuré, ils ne l'ont toujours pas déjuré, mais ils l'ont de facto. Donc, voilà. Ça, c'est un problème. Et puis, il y a la question, effectivement, de qui gouverne en Iran actuellement. C'est-à-dire que, de temps en temps, la justification, c'était de dire, évidemment, on veut dénucléariser le pays, mais il y avait aussi de dire, on va libérer le peuple iranien. Mais, en fait, on oublie aussi qu'il y a, effectivement, des civils qui sont pris au milieu de cette guerre qu'ils n'ont pas appelée de leur vœu et qui sont, pour certains, morts sous les frappes états-uniennes ou israéliennes. Et c'est pour ça aussi que je voudrais revenir, juste peut-être pour conclure là-dessus, sur ces civils. Mariam Pierzadeh, qui est notre ancienne correspondante à Téhéran, qui est rédactrice en chef à France 24, elle a aussi dit, vous le voyez sur ce tweet, que là, en fait, l'accord en l'état, ou en tout cas le protocole d'accord, est nul et non avenu. Et elle nous dresse la liste de ce qui n'aura pas changé. Rouvrir un détroit qui était ouvert, l'uranium iranien toujours en Iran, des avoirs dégelés pour Téhéran. Et surtout, elle nous parle des civils qu'on oublie. En attendant, le régime iranien militarisé reste en place. Internet reste coupé pour la population depuis 86 jours. Les exécutions d'opposants sont quotidiennes, tout comme les licenciements et l'inflation qui explose pour le peuple. République islamique 1, Trump 0, conclut-elle. C'est un peu ça, tout ça pour ça, avec au milieu de cette guerre, des milliers de morts au Proche et au Moyen-Orient.